l'avons choisi pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, pour la paix qu'il a apportée à la Côte d'Ivoire, pour la sécurité qu'il a apportée à la Côte d'Ivoire, pour le développement qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour le développement social qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Mais cette paix n'est pas manifeste sur les réseaux sociaux. Quand on voit les jeunes manifester déjà cette violence palpable qu'on sent venir, est-ce que la candidature de Alassane Ouattara, cette 4e candidature, ne va pas justement mettre la poudre au feu en Côte d'Ivoire, alors que c'est un pays qu'il faut préserver pour avoir connu plus d'une décennie de crise atroce? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Ivoirien est connu pour sa bonhomie, pour sa gentillesse, pour son appétence à faire la fête et tout. Mais dès qu'on touche au domaine politique, l'Ivoirien devient violent. Bonjour chers téléspectateurs de Entretien du jour, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui nous recevons une co-auteure d'un livre écrit à 40 mains, un livre de plus de 400 pages, écrit par 20 personnes, intitulé Alassane Ouattara, artisan du renouveau ivoirien. La Côte d'Ivoire, Madame Djeneba Touré Kolozienski, a besoin d'un renouveau? Et lequel? Bonjour Madame Kanté, je suis heureuse d'être dans vos locaux, merci de m'avoir invitée. La Côte d'Ivoire non seulement avait besoin d'un renouveau, mais la Côte d'Ivoire a un renouveau. Il se caractérise comment ce renouveau ivoirien? Il se caractérise par une renaissance de la Côte d'Ivoire, de par ses infrastructures, de par le développement du social, de par une nouvelle gouvernance. La Côte d'Ivoire aujourd'hui revit. Elle renaît de ses cendres. Mais pendant que vous parlez du développement des infrastructures, il y a quand même un pourcentage assez élevé des Ivoiriens qui sont dans le secteur informel et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Ça, malheureusement, ce n'est pas uniquement propre à la Côte d'Ivoire, c'est propre à toute l'Afrique. L'informel fait partie du formel en Afrique. Et c'est un secteur qui n'est pas à négliger. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, on incite les acteurs du formel un peu à se formaliser en créant plutôt des auto-entreprises. Et ce qui fait que une fois cela fait, on peut les prendre en compte au niveau de la caisse sociale. Donc ils peuvent avoir aussi une retraite. On leur a expliqué cela. Et ceux qui ont été déguerpis? Ceux qui ont été déguerpis... Il n'y a pas si longtemps, ils ne sont toujours pas relogés pour la plupart d'entre eux. On voit certains nous interpeller sur les réseaux sociaux pour nous dire de cotiser afin qu'ils puissent avoir un taxi, un ceci, pour pouvoir joindre les deux bouts et pouvoir se reloger avec leur famille. Ils sont nombreux. Oui, alors les réseaux sociaux, c'est la nouvelle plaie de l'Afrique. À l'origine, c'est fait pour informer, à l'origine, c'est positif. Mais les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont la nouvelle plaie de l'Afrique. Ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux ne sont même pas ceux qui sont impactés par les déguerpissements. Les déguerpis ont été moi, j'en ai logés. vu qui, étant devant leur domicile, leur maison, pendant qu'ils sont déguerpis, nous écrire pour nous dire, quasi en live, pour nous demander d'intervenir. Ça, on ne peut pas le dire. Ils sont nombreux. Ce n'est pas le jour qu'ils sont déguerpis qui vont être relogés. Et je vais vous dire une chose. Oui, mais justement, ça devrait être fait en amont. Mais ça a été fait en amont. Ces déguerpis-là ont été relogés bien souvent plusieurs fois. Et il arrive qu'ils vendent même les nouvelles maisons, les nouvelles acquisitions. Ils les vendent et ils viennent se réinstaller sur les sites à déguerpir parce que, vous savez, ça fait des années qu'on les prévient. Attention, ici c'est dangereux. Attention, ici en cas de pluie, il va y avoir des éboulements. Attention, ici vous êtes soumis à... Voilà, vous allez mourir si vous restez là. On leur fait des constructions. La plupart d'entre eux revendent ces constructions-là, reviennent s'asseoir là en se disant
Et quand ils vont venir casser, ils vont nous reloger, ils vont nous indemniser. Et alors, quand l'État a besoin, parce que ces espaces qu'on déguerpit, ce n'est pas pour le plaisir de l'État qu'on les déguerpit. On les déguerpit parce que l'État a prévu des infrastructures. Et quand on en arrive à réaliser cela, malheureusement, l'État met plusieurs années parfois à avoir besoin de ces espaces-là. Et le jour que ça arrive, on les a prévenus déjà au moins depuis 1 an, depuis plusieurs mois. Mais ils restent là parce qu'il y a le phénomène des réseaux sociaux aujourd'hui, il y a la presse. Ils savent que la presse va s'en emparer. Et puis voilà, ça fait des malheureux qui vont s'installer dans les cimetières. Mais le plus souvent, ils ont été dédommagés 1, 2, voire 3 fois. Alors, est-ce que nous allons laisser ce pays-là aller comme ça à volo? Est-ce que nous allons laisser nos compatriotes mourir à chaque saison de pluie alors qu'ils ont pris l'argent, alors qu'ils ont vendu les maisons? Madame Kolodzianski, oui. Vous êtes dans un pays qui est sans cesse en travaux. C'est ça. Pour autant, le président ne s'en satisfait pas. Ce sont les communautés, les localités, les mairies, les départements qui sont en charge de ça. On n'attribue pas ça forcément au président. Mais c'est un phénomène africain. C'est un phénomène africain, ce qui se fait... C'est-à-dire, tu gères mon argent, en tant que gérant, je te mets sur un piédestal pour avoir réalisé ce qui me revient. C'est comme ça que ça se fait en Afrique, et parce que, vous savez pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont géré l'argent, qui l'ont pris pour eux-mêmes, qui n'en ont rien fait du tout. Alors quand il en arrive certains qui, tout en gérant l'argent de la communauté, font des réalisations pour le bonheur de la communauté, moi je pense que ça vaut le coup d'être souligné. Ce n'est pas de l'autosatisfaction, c'est peut-être de l'encouragement, c'est peut-être de dire oui, ce qui se fait, c'est différent de ce qui s'est fait. Voilà, c'est donc important de le dire. La couverture du livre coécrit par Djeneba Touré Kolodzianski, livre écrit à 40 mains, 20 personnes, pour écrire cet ouvrage de plus de 400 pages. Que dites-vous de la politique d'Alassane aujourd'hui, vis-à-vis d'autres politiciens qui sont au pays et qui se plaignent d'être exclus du jeu politique? Qui se plaignent d'être exclus du jeu politique, mais Alassane a été le premier exclu du jeu politique, et pas pour les mêmes raisons. On a fait un procès injuste à Alassane Ouattara, en disant qu'il s'était prévalu d'une autre nationalité. Ce qui n'est pas faux. Ah non, moi, pour l'avoir interviewé en 2000 à Bamako, il a dit qu'il ne pouvait pas être candidat parce que la constitution de son pays ne lui permettait pas. Ce qui est à son honneur. Oui, donc faut reconnaître la loi. C'est pas un procès pour un procès alors. Mais madame, comment peut-on reprocher à quelqu'un et l'écrire dans un code électoral que quand on s'est prévalu d'une autre nationalité, on n'a plus le droit d'être candidat à l'élection présidentielle de son pays? Trouvez-vous cela juste? Du taillé sur mesure? C'était du taillé sur mesure pour ces gens-là. Et ça n'avait aucune... ce n'était pas juste. Donc, Alassane Ouattara a été le premier exclu de tout ça, mais très injustement exclu. Alors aujourd'hui, quand je vous parlais des gens exclus, moi j'aimerais savoir qui sont ceux qui sont exclus. Il y a par exemple Guillaume Soro, il y a Laurent Gbagbo, il y a tout récemment Tidiane Tidjani qui va peut-être rallonger la liste. Mais qu'est-ce qui les empêche de rentrer au pays? Tidjane n'est pas exclu. Il n'est pas du tout exclu. Tidjane Thiam, pourquoi il serait exclu? Et il avait la double nationalité française et ivoirienne. Et le code de la nationalité en Côte d'Ivoire dit, le code électoral, pardon, pas le code de la nationalité, le code électoral dit que pour se porter candidat à une élection présidentielle, il ne faut avoir que la nationalité ivoirienne exclusivement. Ce qui veut dire que M. Thiam n'avait qu'à se départir de sa nationalité française pour être en accord avec les lois et se présenter. Mais est-ce que les attributs de la nationalité ivoirienne ont été retirés également à Tidiane Tidjani? Mais absolument pas. Alors, si c'est pas... Donc, il était compétitif. Mais Tidjane Thiam demeure ivoirien à partir du moment... Non, avant de renoncer à sa nationalité française, du moment qu'il n'a pas... Les attributs de sa nationalité ivoirienne ne lui ont pas été retirés, est-ce que vous ne pensez pas qu'il restait, par faute administrative certainement, toujours ivoirien et compétiteur? Absolument pas. On ne peut pas se présenter à une élection présidentielle en Côte d'Ivoire en étant français et ivoirien. Ça, c'est clair et c'est net. Vous savez, le jour où les Africains... Oui, mais pour ne plus être ivoirien, justement,
justement. Il faut que les attributs soient retirés, ce qui n'a apparemment pas été fait. Mais pour il le est cas ivoirien. Monsieur Thiam est ivoirien, personne ne lui conteste sa Donc, on ne nationalité se comprend ivoirienne. pas. On va passer. Non, allons-y, Non, parce permettez-moi de qu'il comprendre. y a le temps aussi qui passe. Oui, il parce faut qu'on ne qu'on peut pas être aborde. français et ivoirien et se présenter à une élection en Côte d'Ivoire. D'accord, vous À une n'avez pas élection compris ce que je présidentielle. vais dire. J'ai dit, je réexplique. Oui. Quand Allez-y. on a renoncé quand il a renoncé à la nationalité ivoirienne Ouais. de facto Non, en 80 française. française, non, de facto en 85, 7 à la nationalité ivoirienne parce qu'il a acquis la nationalité française. Oui. Est-ce que les attributs de la nationalité ivoirienne lui ont été retirés par notification que M. Tidjane Thiam n'est plus ivoirien à partir du moment où il a acquis la nationalité française. Mais qui savait qu'il avait fait cela? C'est une démarche personnelle. La France ne va pas prévenir la Côte d'Ivoire en disant « Attention, vous avez un ressortissant qui a acquis la nationalité française, donc il n'est plus ivoirien. » Donc c'est une démarche personnelle. M. Thiam a fait ça tout seul. Maintenant, ça devient de notoriété publique parce qu'il aspire à se présenter à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Et pour cela, le code électoral est clair. C'est comme ça qu'on le sait. La Côte d'Ivoire n'avait pas à lui retirer quoi que ce soit. Et puis la double nationalité, elle est tolérée jusqu'au moment où vous voulez briguer quand même La magistrature suprême. la magistrature suprême. Et il est tout à fait normal quand même qu'on y mette un peu de garde-fou. M. Tidjane Thiam le savait parfaitement. C'est un dialogue politique qui a permis à Alassane Ouattara d'être candidat pour briguer la magistrature suprême. Et ce qui lui a réussi parce qu'il est déjà à 3 mandats. Est-ce qu'il ne pourra pas aussi, lui, faire un retour d'ascenseur en permettant politiquement aux autres de se présenter? Et est-ce qu'il sera aussi candidat, Madame Touré? Bon, alors, déjà, pour vous parler de dialogue politique, pour que Alassane Ouattara soit candidat en Côte d'Ivoire, on n'a pas fait un dialogue politique spécialement pour cela. L'article 48 dont vous parlez, il est issu des accords politiques de Ouagadougou qui résultent de la crise politique majeure que nous avons connue en Côte d'Ivoire. Et à cette époque-là, il n'y avait pas que M. Alassane Ouattara qui était exclu de la course présidentielle d'ailleurs. Il y avait aussi M. Henri Konan Bédié. Donc cet article a aussi profité à M. Henri Konan Bédié. Ce n'était pas une faveur faite à M. Alassane Ouattara. Maintenant, vous me demandez s'il sera candidat. Bon, pour le moment, il ne s'est pas présenté, mais nous, en tout cas, ses partisans, nous le réclamons et nous attendons, nous espérons qu'il répondra à notre... Pourquoi c'est à vous, ces partisans, qu'il est revenu d'écrire un livre bilan, s'il vous plaît, de plus de 400 pages, excusez du peu? Alors, il n'y a pas que ces partisans parmi ces auteurs-là. Ces auteurs-là, ce sont des Ivoiriens, de grandes plumes, des professeurs d'université, des docteurs pour la plupart, des intellectuels ivoiriens qui ont jugé la gouvernance du président Alassane Ouattara et qui ont jugé utile de quand même marquer son passage, de remarquer les infrastructures qu'il laisse, parce que ça, c'est pour les Ivoiriens, c'est pour tous les Ivoiriens, il n'y en a pas que pour ses partisans. Vous savez, quand vous parcourez la Côte d'Ivoire aujourd'hui, d'Abidjan au nord, de l'est à l'ouest, de machin, il n'y a pas que les partisans d'Alassane Ouattara qui empruntent ces infrastructures, c'est pour tous les Ivoiriens, et tous les Ivoiriens le remarquent. Madame Kolozalski, oui. Il y a 25 millions d'Ivoiriens. Oui. Il y a 25 millions d'Ivoiriens, il y a 20 auteurs qui ont écrit cela. Mais vous savez, pas plus tard qu'en 2024... Qui peuvent être candidats aussi, qui sont peut-être plus intelligents et plus brillants que Ouattara, si on fouille dans la masse, non? Oui. Alors, pourquoi focalisez-vous sur quelqu'un qui n'a plus rien à prouver aux Ivoiriens? Pourquoi ne pas favoriser que parmi les 25 millions d'Ivoiriens, il y ait quelqu'un d'autre qui puisse venir aussi avec un bilan, soit-il positif ou négatif, que les Ivoiriens puissent apprécier? Pourquoi vous focalisez sur quelqu'un qui n'a plus rien à prouver? Mais que cela se présente, madame. Personne n'interdit à personne de se présenter. Alassane Ouattara s'est battu pour être là où il est. Non, c'est à vous les 40 mains. Oui. C'est à vous que je m'adresse les 40 mains. Pourquoi revenir proposer, vous dites que vous souhaitez vraiment qu'il soit candidat, oui, alors qu'il y a foison d'Ivoiriens? Mais nous l'avons choisi. Dans la jeunesse. Nous l'avons choisi, c'est notre droit. Alassane Ouattara, c'est notre papa de plus de 80 ans. Oui, mais l'âge n'est pas un critère de rejet. Autrement, Joe Biden n'aurait jamais été président des États-Unis. Et il est normal, nous l'avons choisi.
pour ce qu'il fait, pour ce qu'il a fait, pour la paix qu'il a apportée à la Côte d'Ivoire, pour la sécurité qu'il a apportée à la Côte d'Ivoire, pour le développement qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire, pour le développement social qu'il a apporté à la Côte d'Ivoire. Mais cette paix n'est pas manifeste hein, sur les réseaux sociaux. Quand on voit les jeunes manifester déjà cette violence palpable qu'on sent venir, est-ce que la candidature de Alassane Ouattara, cette quatrième candidature, ne va pas justement mettre la poudre au feu en Côte d'Ivoire, alors que c'est un pays qu'il faut préserver pour avoir connu plus d'une décennie hein, de crise atroce? Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'Ivoirien est connu pour sa bonhomie, pour sa gentillesse, pour son appétence à faire la fête et tout. Mais dès qu'on touche au domaine politique, l'Ivoirien devient violent. Ça, c'est absolument incompréhensible pour moi. Est-ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, quand je vous ai dit que les réseaux sociaux sont devenus la plaie de l'Afrique, les réseaux sociaux sont exploités par des activistes politiques de l'opposition ou d'ailleurs qui bien souvent ne résident même pas en Côte d'Ivoire, qui estiment que pour se faire connaître, pour avoir de la visibilité, il faut casser du dos sur leur propre pays. Mais quand ils rentrent au pays, ces gens-là, ils en sont enchantés. Maintenant, vous me demandez s'il va y avoir de la violence, si la sécurité ne se voit pas. Mais madame, si vous viviez en Côte d'Ivoire, vous sauriez que la sécurité se voit. Parce que nous sommes entourés par 3 pays, enfin 2 pays principalement, le Burkina et le Mali, et nous savons ce qui s'y passe. En Côte d'Ivoire, par la politique sécuritaire du président Alassane Ouattara, si vous vivez en Côte d'Ivoire, à Abidjan, vous n'allez même pas... si vous ne regardez pas la télévision, vous n'allez pas savoir qu'il y a des problèmes à nos frontières. Ça, c'est une politique. Ça ne vient pas naturellement. Oui, ça, c'est l'armée qui est en charge de protéger les frontières. Oui, mais à l'intérieur, est... politiquement, il y a ce bouillonnement-là oui. qui risque de violer et de virer à la violence si on y prend garde. Est-ce que vous, ou si vous savez, si Alassane est en train de voir ça venir, n'est-il pas possible de mettre... d'en faire une gestion politique qui puisse apaiser déjà avant que le pire n'arrive? Alors, vous croyez que la solution, c'est quoi? C'est qu'Alassane Ouattara ne se présente pas? C'est moi qui pose la question, madame. Oui, alors, donc, non. Mais est-ce que la solution, c'est qu'Alassane Ouattara ne se présente pas? Non. Alassane Ouattara, c'est un Ivoirien comme tout autre. Il a le droit et la Constitution lui donne ces droits-là. Alassane Ouattara ne viole aucune loi. On a voté pour une 3e République. Ça a été un référendum. On a voté pour cette 3e République-là, qui donne encore 2 mandats à Alassane Ouattara. Il a fait le premier, il va en faire le 2e. L'Ivoirien qui a perdu ses droits civiques, qui n'a pas le droit de se présenter. Vous savez, madame, le jour où l'Africain respectera la loi, tout simplement, je n'ai pas le droit de faire ceci, donc je ne le fais pas. Vous me parliez d'Alassane Ouattara qui disait « la Constitution ne me permet pas de me présenter, donc je ne me présente pas ». Si lui l'a fait, pourquoi les autres ne le font pas? La loi, c'est la loi. Elle est valable pour tout le monde. Alors, oui, mais on vous dira qu'ailleurs, autrement, Alassane aussi a activé cette rébellion, comme on dit qu'il était derrière la rébellion, qu'il a activé pour avoir justement les accords de Lomé 1, Lomé 2, Ouagadougou et Marcoussis, qui ont permis qu'il soit intégré dans la course électorale. Alors moi, je suis ivoirienne, je suis de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas vous faire la genèse de la rébellion. Moi, j'ai couvert cette crise pour la BBC. Oui, alors moi, je vivais en Côte d'Ivoire, je sais... J'en connais les enjeux. Oui, alors je sais ce que je vivais, moi, en tant qu'Ivoirienne. Je ne vais pas revenir là-dessus, Ivoirienne du Nord. Vous savez ce qu'on a vécu. Alassane Ouattara, on le dit, Alassane Ouattara n'a activé aucune rébellion. D'ailleurs, Guillaume Soro, le patron de la rébellion, a écrit un livre où il a dit pourquoi je suis devenu rebelle. Mais pourquoi? Et si je n'avais pas été rebelle, Alassane ne serait pas président. Oui, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. C'est ce qu'il dit aujourd'hui. Mais nous avons connu Alassane Ouattara, ce n'est pas par Guillaume Soro. Guillaume Soro a suivi Alassane Ouattara parce qu'il voyait bien que c'est celui qui pouvait révolutionner la politique en Côte d'Ivoire. Le fils a été trop ambitieux par rapport au papa? Vous savez, vous êtes africaine comme moi. Quel que soit ce que vous avez à dire ou à faire, nous avons une éducation, ou alors il faut avoir les moyens de votre politique. Si Guillaume Soro savait qu'il était aussi suivi qu'Alassane Ouattara, il n'avait pas besoin de faire tout ce qu'il a fait.
Il aurait suffi, il a créé son parti politique, il aurait suffi qu'il le fasse grandir comme Alassane Ouattara a fait grandir le RDR. Ouais, il était quand même quelque chose. Premier ministre M. Plofoy, président de l'Assemblée, c'est quand même une personnalité qui compte. Je ne le dénie pas. Guillaume Soro est une personnalité de premier plan en Côte d'Ivoire. Cela dit, on peut faire des erreurs politiques, il faut les assumer. Alors, revenons à ce livre-là, Alassane Ouattara, artisan du renouveau ivoirien. Oui. Qu'est-ce que vous concluez? Qu'est-ce que vous allez conclure pour qu'on conclue également cette émission autour de ce livre écrit à 40 mains, 20 personnes, et qui fait plus de 400 pages? Alassane Ouattara est effectivement l'artisan du renouveau ivoirien. Et il n'a pas fini. Il n'a pas fini de nous étonner, il n'a pas fini d'apporter à ce pays-là. Et nous disons que ce qui est à prendre, il faut le prendre. Alassane Ouattara, c'est un puits, il faut encore en profiter. Vous savez, c'est comme un sage dans un village. On ne va pas tuer le sage parce qu'il est vieux. On va continuer à écouter le sage parce que le sage... Alors là, vous nous emmenez dans la chefferie africaine. Non, pas la chefferie africaine. On est dans une république, non, la Côte d'Ivoire est une république depuis république. 1960. Oui, mais vous savez que les lois donnent encore l'opportunité à Alassane Ouattara de se présenter. Je ne sais pas pourquoi on veut le priver de cette opportunité-là. C'est la loi qui le lui permet. Je pose des questions, je prive pas ou prive. Hein, non, alors donc moi je vous explique, Alassane Ouattara, c'est non seulement un artisan du développement, mais c'est quelqu'un qui nous permet de vivre dans la sécurité, dans la paix, nonobstant les velléités des uns et des autres de mettre le feu au pays. Vous savez, quand on aime son pays, on n'y met pas le feu. Quand on n'y est pas contraint, comme Guillaume Soro à la rébellion, on n'y met pas le feu. Alors donc, nous, on dit qu'Alassane Ouattara il se cachait bien des hommes derrière Guillaume Soro, Madame Touré. Pardon? Il se cachait bien des hommes derrière Guillaume Soro. Certainement. Certainement. Merci Madame Djeneba Touré-Kolozienski. Vous êtes co-auteur avec 19 autres de Alassane Ouattara, artisan du renouveau ivoirien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voulez. Et bon vent au nouveau pape, le pape Léon XIV. Nous réitérons notre pensée, une pensée profonde pour les femmes de la RDC, de l'Est de la RDC, victimes des violences du fait de l'invasion de ce grand pays africain. Et souhaitons tout le calme, toute la paix. Je vous remercie, Madame Kanté. Je vous remercie. Merci infiniment.